bienvenue. Merci de nous rejoindre. C'est un plaisir pour faire ensemble le tour de la question sur Europe 1. Bonjour Julie. Bonjour Wendy. Nous sommes le vendredi 14 décembre. Manifestation ou pas demain, les Gilets jaunes ont-ils gagné pour vous une bataille, des batailles, leur guerre sociale, la vôtre peut-être? Vous nous dites ce que vous en pensez au 39-21. Et avec nos invités, on va décrypter ce qui reste ou ce qui restera de ce mouvement. Quoi qu'il en soit, l'empreinte sur les esprits, sur la manière de revendiquer et de gouverner, c'est une synthèse qu'on vous propose ce matin avec nos experts en communication, en politique également, Régis Lefebvre et Jérôme Sainte-Marie. Et puis à 10h, on va se plonger dans l'univers de la pub. Il y a 50 ans, figurez-vous, pour la première fois à la télé, le public va découvrir les spots publicitaires, des slogans marquants à l'époque où on martèle justement un certain nombre de marques. La pub reste-t-elle assez inventive pour vous? Quelle est la dernière pub dont vous vous souvenez? Tenez, eh bien on va faire le tour du sujet avec Carl Zéro et Franck Tabiro. Le standard est ouvert dès maintenant. Chère Julie, pour vos réactions. C'est le 39-21. Vous nous appelez, mais c'est nous qui vous rappelons. Bienvenue jusqu'à 11h. À tout de suite. 9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Et cette question, vaste question, que reste-t-il du mouvement des Gilets jaunes? Certains diront des images, d'autres des fraternités, des chiffres encore. Combien sont-ils d'ailleurs sur les ronds-points en ce moment, sur les barrages? C'est vrai qu'on a du mal à définir ce mouvement, on a eu du mal à le qualifier pendant ces différentes semaines, à le quantifier, mais on peut en percevoir les impacts clairement. Aujourd'hui avec vous, Jérôme Sainte-Marie, politologue, président de l'Institut de conseil et d'études Polingvox. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous qui participez depuis près d'un mois maintenant au suivi des manifestations, donc vous les avez vues de près pour étudier ce mouvement avec nous. Vous êtes venu nous en parler régulièrement. Et Régis Lefebvre, bonjour Régis. Bonjour, consultant en communication politique. L'un et l'autre, vous avez des facettes à nous livrer justement sur ce mouvement des Gilets jaunes. Devront-ils poursuivre leur mobilisation et sous quelle forme? C'est une question que je vous pose au 39-21. Est-ce qu'on se souviendra pour vous, d'abord, à ce moment-là, de 14 décembre, durablement des Gilets jaunes? Jérôme Sainte-Marie. Je pense que c'est un mouvement qui a introduit une véritable rupture, non seulement dans l'histoire des mobilisations populaires en France, mais même d'ailleurs dans l'histoire politique. Alors il y a juste un petit détail le troisième samedi, les gens, c'était assez curieux, ils étaient sur les Champs-Élysées, ou à la place de l'Étoile, et ils se posaient sans cesse la question les uns et les autres, est-ce qu'on est en train de vivre quelque chose d'historique? Oui. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que lors du quatrième samedi, plus personne ne se posait la question, tout simplement parce que c'était fait. On n'avait jamais vu un mouvement comme cela aussi basiste, et qui par ailleurs a obtenu des résultats en termes de blocage par rapport au pouvoir en place, comme aucun mouvement mené par des syndicats ou des partis politiques n'y était parvenu depuis 12 ans en fait. Notant que pour 47% des manifestants, Jérôme Sainte-Marie, c'était la première mobilisation, la première cause soutenue dans les rues. Oui, ça c'était très frappant. Alors tous ceux qui ont travaillé un peu sur le terrain ont à peu près le même rendu, c'est-à-dire que il y a des gens qui ne s'étaient plus mobilisés depuis très longtemps, ou voire jamais mobilisés, et qui l'ont fait en plus avec des formes d'auto-organisation, qui ont loué ensemble des bus, tout cela. Alors beaucoup ont une origine politique, on en parlera, mais malgré tout, c'est une forme de subversion en quelque sorte des structures politiques par la base. Ça rappelle beaucoup ce qui se passe dans d'autres pays, en Italie, en Espagne, tout cela. Des mouvements plus populistes, vous voulez dire? Bien sûr, oui. C'est effectivement, ça s'inscrit dans la grande vague populiste qui traverse l'Europe actuellement. On va y revenir, et je voudrais que vous réagissiez, Régis Lefebvre, à ces mots prononcés par Emmanuel Macron lundi soir, qui réagit avec ses annonces fiscales au mouvement 4 semaines après sa naissance. Écoutez le président. Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies, comme trop souvent par le passé dans des crises semblables, sans que rien n'ait été vraiment compris et sans que rien n'ait changé. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Plus rien ne sera jamais comme avant. Voilà ce que disait avec des mots solennels et forts le président de la République, Régis Lefebvre. Non, il a parfaitement raison. Moi, je pense qu'on ne fera pas de la politique et de l'expression politique, puisque c'est plus mon domaine, après le mouvement des Gilets jaunes, comme avant le mouvement des Gilets jaunes. Moi, j'ai le sentiment, quand on regarde les choses, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un déficit d'analyse et sans doute d'interprétation de l'analyse avant le mouvement, qui est très intéressante. Ce mouvement, en réalité, c'est au début une crise digitale, c'est-à-dire que c'est sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et il y a cette vieille idée de nous qui sommes peut-être un peu vieux et de l'ancien monde, qu'une crise digitale, ce n'est pas une vraie crise. Alors qu'une crise digitale, quand il y a de la colère, finalement, elle peut se transformer. Voilà. Dans la vie des gens, ce que l'on dit sur le digital et ce que l'on dit dans la rue devient un.
Je pense qu'on n'a pas compris ça. C'est ça la première erreur. Et donc, j'ai le sentiment qu'il va y avoir une remise en cause, une sorte de reset de l'analyse, entre autres, sans doute, d'un lieu de pouvoir et d'analyse de l'opinion que Jérôme connaît bien, qui est le SIG, qui va devoir demain regarder ce qui se passe sur la toile. Service d'information du gouvernement. Oui, d'accord. Qui analyse la communication gouvernementale et qui conseille le gouvernement en matière de communication. Il va falloir sans doute resetter, regarder de manière totalement différente tout ce qui se passe dans l'univers digital pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Oui. Parce que si on avait compris ce qui s'était passé, sans doute aurait-on pu répondre plus vite et sans doute moins cher, pour dire les choses simplement, à cette crise. On l'a laissé s'amplifier, je veux dire, d'une manière extraordinaire, et elle s'est traduite par les mouvements de rue que Jérôme suit depuis le départ. Mais au départ, c'est une crise digitale. Tout à fait, mais on va revenir dans le détail sur la chronologie, sur la difficulté de compréhension par le gouvernement. Simplement, Emmanuel Macron a 40 ans, c'est pas un homme du vieux monde, et il est entouré de jeunes communicants qui ont à peine 30 ans. Donc comment expliquer justement cette impossibilité? Je ne sais pas ce que Jérôme en pense, mais je pense que la question n'est pas obligatoirement l'âge. C'est, j'aime pas le terme, mais c'est la place qu'on a dans la société. Finalement, quand vous êtes au pouvoir, vous considérez quand même qu'il y a 20 ans, on considérait qu'il n'y avait que TF1 et France 2 qui étaient vrais. On a accepté BFM et les chaînes info. Désormais, il faut considérer qu'il y a aussi un débat qui est un débat large, diffus, parfois désorganisé, qui est aussi sur le net. Et il faut le prendre en considération. C'est ça le changement dans l'analyse qu'on doit faire de la communication. Moi, à mon avis, c'est une première chose très importante. Je vous donne la parole juste après la pause, Jérôme Sainte-Marie, pour revenir sur cette mobilisation 2.0 qui n'a pas été comprise assez tôt par le gouvernement, et on va revenir avec des sons à l'appui, donc des expressions à la fois du président de la République et du Premier ministre au cours de cette crise, de ces 4 dernières semaines, cher Julie, et puis on vous donnera le résultat d'une enquête Facebook qu'on a lancée hier soir. À tout de suite avec vous et vos appels. À la veille du 5e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, on se demande ce matin ce qu'il reste ou restera de ce mouvement des Gilets jaunes. Et on va citer Christophe Castaner qui a dit à l'acte 5 de la mobilisation: je préfère un acte de responsabilisation et donc pas de manif. Et pas de manifestation demain. On est bien incapable de dire aujourd'hui ce que sera la mobilisation de demain. On y reviendra tout à l'heure. Jérôme Sainte-Marie et Régis Lefebvre. Jérôme, vous vouliez revenir à ce que disait Régis Lefebvre de l'aspect communication de ce mouvement. On n'a pas vu venir du côté de l'exécutif la mobilisation 2.0 qui, à ce point de vue, était inédite dans son ampleur et dans ses revendications. Oui, Régis Lefebvre le soulignait très justement. C'est un mouvement qui d'abord apparaît sur Internet et qui se développe et prend une visibilité très grande. C'est d'ailleurs assez étonnant comme mouvement, puisque ça a été traité, y compris par vous, par les radios, par les télévisions, des jours et des jours avant qu'il ait lieu. D'ailleurs, on ne savait pas du tout... Avant que la manifestation, la première mobilisation ait lieu. Oui. On ne savait pas du tout, avant le premier jour, le vendredi, si vous voulez, avant le premier samedi, s'il y aurait une concrétisation de cet univers virtuel, cette mobilisation virtuelle sur Internet. Et il y a eu à peu près 250 000 personnes présentes. C'est même là où il y a eu le plus de mobilisation. Et les choses ont pris. Alors, si vous voulez, c'est un mouvement qui a marché, à mon avis, qui fonctionne comme un triangle. Il y a une de ces pointes de ce triangle, c'est bien effectivement la mobilisation sur Internet. Ensuite, il y a la mobilisation concrète, sans laquelle il n'y a rien. Je prends un exemple lointain, on a beaucoup parlé des révolutions arabes, mais enfin, s'il n'y avait pas eu la place Tahrir, il n'y aurait pas eu de révolution égyptienne, si vous voulez. À un moment donné, il faut aussi qu'il y ait un rapport de force concret, un blocage des rues, et puis un spectacle, si j'ose dire, y compris le spectacle d'une certaine violence, sur les Champs-Élysées ou ailleurs. Et puis enfin, le troisième, alors ça me concerne un peu davantage, c'est le troisième pôle, si vous voulez, de ce triangle, c'est tout simplement les sondages, ou plus précisément le point de vue de l'opinion tel que c'est exprimé par les sondages. Lorsqu'il y a un recul du gouvernement, lorsqu'il y a effectivement le recul en 2 temps, ce qui est d'ailleurs assez malheureux en termes de communication. Il y a d'une part la suspension, le moratoire, et puis juste après le retrait. Ça tient parce qu'effectivement il y a des retours des préfets, il y a des retours aussi des chefs d'entreprise qui font pression sur le gouvernement pour qu'il lâche davantage, pour pas que ça dégénère encore. Mais il y a aussi le fait que des sondages, je pense à un sondage Elab d'ailleurs, qui sort à ce moment-là et qui montre que malgré la violence observée et médiatisée, eh bien l'opinion maintient un support de l'ordre des 2/3 à ce mouvement très original. Donc encore une fois, opinion, Internet
et aussi mobilisation concrète. Et ce triangle n'a pas été décrypté par l'exécutif, Régis Lefebvre, parce que lorsqu'on a 250 000 personnes dans les rues et qu'on entend le mardi, lors de la présentation de ces mesures sur la transition énergétique Emmanuel Macron, on se dit que manifestement, il n'y a pas encore adéquation entre ce qui se passe dans la rue et ce qui se passe dans la tête du président. Écoutez Emmanuel Macron. Je sais que les habitués de la politique attendent de moi un renoncement, une esquive, bref, de laisser en quelque sorte le présent prévaloir sur le futur. Mais c'est parce que c'est comme cela que nous avons toujours agi que nous nous trouvons aujourd'hui dans une telle situation. Et plus l'on attend, plus les effets seront douloureux. Les autres ont reculé, je ne le ferai pas. Bon, voilà, il fallait. On ne le dit jamais en politique. Non, pour moi, le vrai loupé en termes de communication et d'expression dans cette crise, c'est ce discours ce mercredi. Oui, complètement déconnecté, enfin en tout cas centré sur la transition énergétique exclusivement. D'abord, on voit bien que la question n'était plus la transition écologique, c'est-à-dire que quand on parle, en général, on adresse un problème. C'est le début du cours numéro 1 de communication. Donc là, le sujet n'est plus la transition écologique. On est déjà passé dans une autre dimension, qui est une dimension d'identité, une dimension sociale. Donc ça devrait être ça la réponse. Ça, c'est la première chose. Donc on ne traite pas le thème. Et deux, de manière périphérique, on n'apporte même pas les réponses puisqu'on explique qu'on ne fera rien et qu'on ne fera pas. Je pense que dès le 17 au soir, il y a deux erreurs en termes de réponse pour gérer ce mouvement. C'est le 17 au soir, quand le Premier ministre va sur France Télévisions, il a une expression au départ qui est, à mon avis, très intéressante. Il dit que cette crise n'est pas simplement une crise sociale, c'est aussi une crise de l'abandon. C'est-à-dire que son diagnostic est assez juste, et je trouve que les mots qu'il pose à ce moment-là sont assez justes, sauf qu'il n'ouvre pas de réponse. Il dit « circuler, il n'y a rien à voir ». Deuxième chose, Emmanuel Macron, alors qu'on attend beaucoup, parce que la cocotte minute commence à bouillir, va parler, et il parle de la transition écologique, et au moment où tout le monde s'attend à ce qu'il dise moratoire, il ne dit rien du tout. Parce que c'est ce que le peuple voulait. Le peuple, j'aime pas le peuple, mais ce que voulait ce mouvement, attendez, moratoire. Il ne dit rien. Et les deux loupés sont là. Alors évidemment, quand vous loupez deux fois, la troisième fois, vous êtes évidemment obligé de faire une réponse qui, cette fois-ci, est calibrée pour éteindre un incendie. Loupé ou volonté de fermeté, de ne pas céder devant les pressions de la rue, de tenir un peu, ce qu'ont toujours voulu faire les exécutifs. Mais vous savez, c'est débordé par la rue. On fait un peu le même métier avec Jean. Je veux dire, quand on gère une crise, la gestion de crise, c'est quoi? Vous avez une crise et puis vous imaginez quel est le plan de sortie. Alors vous dites, est-ce qu'il y a un plan B? Est-ce que le plan B va coûter plus cher ou le plan B va coûter moins cher? Là, on savait qu'à un moment, si on n'arrivait pas à gérer cette crise en faisant qu'elle s'éteigne, la sortie serait très très chère. Je veux dire, tout le monde le sait. Je veux dire, c'est comme une grève. À un moment, il va falloir lâcher plus. Donc, si vous n'arrivez pas à endiguer, vous savez qu'à la fin, vous allez avoir quelque chose de très très cher à payer. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que il voyait bien quand même, au fur et à mesure, que cet incendie ne s'éteignait pas. Les sondages, comme vous le disiez, comme Jérôme le disait très justement, il y avait du monde dans la rue, il y avait des sondages, et sur Facebook, ça montait de plus en plus. Voilà, je veux dire, tous les ingrédients étaient là pour que la cocotte minute explose et que pour qu'elle n'explose pas, il faille lâcher beaucoup de pression. Mais l'ingrédient principal, c'est quand même le gilet jaune. Je trouve cette idée géniale. Oui. On a tous un gilet jaune dans les voitures. C'est ça, et donc, on a pu se dire, j'ai l'accessoire de la mobilisation, il est dans ma voiture, je vais le mettre et j'y vais. Et je trouve que ça a été fédérateur, ce gilet jaune. En plus, c'est visible, ça permet d'être visible, ça permet d'être identifiable, ça accueille tout le monde. Enfin, c'est incroyable, c'est une idée géniale. C'est une bonne idée, Jérôme Sattemarie. Pour citer... comment dirais-je, un auteur qui inspire beaucoup les mouvements populistes, notamment en Espagne et en Amérique latine, Chantal Mouffe, elle parle, c'est un peu pédant, mais elle parle de signifiant vide, c'est-à-dire quelque chose, un mot, un objet, qui n'a pas de sens en lui-même, mais qui est investi d'un sens particulier par une mobilisation. Et ça permet de transcender en quelque sorte les différences sociales, et puis même les motivations derrière cette expression gilet jaune, qui reste encore aujourd'hui, pour une grande part, un mystère en fait. Qui sont les gilets jaunes? Que veulent-ils? Qu'est-ce que ça signifie? C'est quelque chose d'extrêmement difficile à interpréter. Il y a effectivement eu cet objet que tout le monde avait dans sa voiture, le gilet jaune, et que surtout tout le monde pouvait investir d'un sens particulier. Je voudrais juste rebondir sur ce que disait Régis Lefebvre. Effectivement, quand on parle du coût, c'est pas uniquement le coût financier de telle ou telle mesure. C'est aussi le coût social, bien entendu. Enfin, je pense que ce que voulait dire Régis, le coût social et politique, puisque il y a, moi j'ai une lecture par des formations professionnelles peut-être ou formations, une lecture très sociale, voire sociologique des choses. Et donc il y a un bloc, si vous voulez, un bloc élitaire, un bloc bourgeois, comme on dit parfois, qui a amené Emmanuel Macron au pouvoir et qui est sa base réelle. C'est 25% des gens qui sont encore à peu près là, d'ailleurs la plupart. Et lui, et sur 20%, même si c'est minoritaire, le fait d'avoir un bloc de 20 ou 25% des citoyens aujourd'hui, c'est une force énorme. Et
son problème jusqu'à présent a toujours été de ne pas prendre des mesures qui pouvaient fissurer ce bloc. Et je pense que les dernières mesures qui ont été annoncées et les embêtements au niveau européen que ça peut provoquer peuvent arriver à un coût politique majeur pour le pouvoir en place, c'est que ce bloc élitaire, ce bloc de 25%, se fissure durablement en raison du recul du pouvoir. Alors, Jérôme Sainte-Marie, on va redonner justement les codes de popularité de l'exécutif. Je voudrais vous faire réagir juste après la pause. Régis Lefebvre, à ce que disait Julie, quand même, ce marqueur d'identification, le gilet jaune, pour un communicant, ça doit évidemment parler fort. À tout de suite sur cette bataille des gilets jaunes. Qu'en reste-t-il déjà pour vous à la veille peut-être d'un acte 5 de la mobilisation? À tout de suite. Un mois de mouvement des Gilets jaunes. On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités. Jérôme Sainte-Marie, qui est politologue, président de l'Institut de conseil et d'études Polling Vox, qui participe depuis le début aux manifestations pour étudier le mouvement. Et Régis Lefebvre est également avec nous. Il est consultant en communication politique. Oui, je vous donnerai dans un instant le résultat de l'enquête Facebook. Jérôme Sainte-Marie, qui participe depuis longtemps à ce mouvement et qui publie dans le Figaro Magazine ce week-end une longue enquête, justement, photos et analyses à l'appui. Merci Jérôme d'être avec nous. Vous réagir à ce que disait Julie, qui était très intéressant tout à l'heure, Régis Lefebvre, vous qui étudiez justement les symboles dans cet espace politique, le gilet jaune est un marqueur évident et tellement accessible aussi qui fera probablement que ce mouvement restera dans les esprits. Non mais évidemment, je veux dire, le meilleur communicant de la Terre n'aurait pas trouvé cette idée-là. Pour la première raison, d'abord, il fallait trouver, pour faire un mouvement, il faut que la couleur que vous prenez, soit des bonnets rouges, des gilets verts, n'existe pas, ne soit pas utilisé par un autre groupe. Donc là, en l'occurrence, personne n'avait jamais utilisé le gilet jaune. Et puis, de manière basique, le gilet jaune, ça veut dire qu'on est accidenté. Je veux dire, et donc finalement, le gilet dit exactement une des raisons de cette crise, c'est que c'est une population qui se considère comme, j'aime pas le terme, mais accidenté, c'est-à-dire qui a besoin qu'on l'aide pour se remettre sur la route. Voilà. Donc le gilet jaune disait exactement la réponse qu'ils attendaient. Avec la révolte des revenus modestes et des oubliés. Avec un complément important par rapport à ce que vient de dire Régis, c'est que quand même le choix de la couleur jaune c'est extrêmement étonnant parce que dans l'histoire du mouvement ouvrier, les jaunes, ce sont ceux qui ne font pas grève. Les rouges font grève, les jaunes au contraire sont du côté du patronat, si vous voulez, dans la mythologie ouvrière. Le jaune, c'est la couleur du cocu aussi, hein. Oui, non, c'est vrai. Le jaune n'est pas, si vous voulez, c'est la pas traîtrise, hein. idéal, effectivement. Mais enfin, bon, donc ça vient c'est la surprise absolue. Ça a effectivement bien marché. Non, ce qui restera, à mon avis, beaucoup quand même, c'est dans les prochaines semaines et même plus durablement, c'est le retour de la question sociale dans le débat politique. Et la question sociale, au sens qu'elle concerne à peu près tout le monde. On a toujours parlé beaucoup des gens qui avaient beaucoup d'argent, y compris pour les jalouser ou les dénoncer. Et on a beaucoup parlé des exclus. Ça, c'est, si vous voulez, dans les sociétés occidentales et dans la société du spectacle, en quelque sorte, c'est très confortable de parler des très riches et des très pauvres. Ouais, la République des invisibles, des oubliés, hein, au cours des campagnes électorales, on les a fait de quelques les ceci, etc. Ça marche toujours très bien. Et on a oublié les 80% à peu près, ceux qui vivent autour du salaire médian, qui est donc, je le rappelle, de 1 700 € par personne, 2 000 € par foyer en France, et ceux qui, tout en travaillant, ont des problèmes de fin de mois. C'est quasiment, c'est une immense majorité évidemment des Français, et ces gens-là qui appartiennent non pas à la classe moyenne mais à la classe médiane, si vous voulez, qui sont au milieu du truc et qui tiennent le pays par leur activité. Eh bien, c'est ces gens-là dont on a parlé enfin. Ça, je pense véritablement que c'est durable. Alors, à vrai dire, qui en général ne manifestent pas, ne se mobilisent pas. D'ailleurs, très peu de syndiqués, très peu d'encartés politiques. Hein, voilà, il faut rendre aussi hommage à des gens qui ne sont pas présents sur le plateau, mais qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Des gens comme le géographe Christophe Guilly, par exemple, qui, il y a eu beaucoup de travaux, si vous voulez, qui étaient là. Bon, c'était intéressant, sauf que là, tout d'un coup, le verbe s'est fait cher, si vous voulez. Ça. Voilà. Régis, vous on est passé de l'étude à la réalité. Voilà. Absolument. Avec cette question, si le mouvement s'arrête demain, que se passera-t-il pour toutes ces femmes et pour tous ces hommes qui ont trouvé un sens aussi? C'est Catherine Ney qui me disait, c'était une jolie formule, une jonction des solitudes sur les barrages, sur le rond-point. Il y a quelque chose pour eux qui leur ont redonné aussi un espace de vie, une raison de vivre aussi, d'avancer, Jérôme Sainte-Marie. Évidemment, tous les mouvements sociaux sont d'ailleurs, c'est pour ça aussi que c'est très intéressant d'un point de vue sociologique. C'est toujours des moments où les gens se rencontrent, où les gens discutent. Les mouvements étudiants ont toujours été d'extraordinaires agences matrimoniales, et donc vous avez par ailleurs effectivement une joie d'être ensemble qui se voit dans les manifestations. Et même dans les manifestations assez dures que j'ai pu observer, notamment durant deux samedis, aux Champs-Élysées, etc., malgré
tout ce qui se passait, vous ressentez chez les manifestants, chez les participants, une forme d'euphorie d'ailleurs qui peut être d'ailleurs assez redoutable parce que il y a un effet d'entraînement. Mais les gens sont très contents, si vous voulez, de sortir des contacts virtuels vers effectivement cette forme de on ne peut plus traditionnelle de rassemblement concrète. C'est pour ça qu'on attend de mal à prévoir ce qui peut se passer demain, un mois après le début de ce mouvement. On refait le tour de la question, encore une bonne demi-heure avec Jérôme Sainte-Marie, Régis Lefebvre. Vos appels, chers amis, je recevrai juste après la pause Jacques Muguette, Cyril qui nous appelle au 3921. Avec vous, Julie. Et on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard. Jérôme Sainte-Marie est avec nous, politologue qui suit depuis un mois les manifestations des Gilets jaunes pour étudier en profondeur le mouvement. Et Régis Lefebvre, consultant en communication politique entre autres. Un mois de mouvement, des débordements, un 6e mort avant-hier, un gilet jaune de 23 ans percuté par un camion près d'Avignon, avec un mouvement qui pour certains risque de s'enferrer dans une radicalisation qui au fond pourrait lui nuire. Mais lorsque vous regardez sur les réseaux sociaux et lorsqu'on entend tous les débats du moment, on comprend bien cette empreinte durable que nos invités ont déjà décryptée. Alors on vous a posé une question sur Facebook, chère Julie, je vous laisse. Selon vous, les Gilets jaunes ont-ils gagné? Non, à 73%. Ils n'ont pas gagné, nous dit Jérémy, car ils se sont mis à dos une bonne partie de la population dont je fais partie. Gagner, ça n'est pas un jeu. Il s'agit du triste quotidien de milliers de personnes qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Ça s'est signé Lisa. Et puis, il y a bien sûr qu'ils ont gagné. La Macronie est politiquement morte. Il va être temps de revenir à la justice sociale et à la démocratie. C'est signé Pascal. Et oui, en partie, ils ont gagné, mais le combat doit continuer. C'est la conclusion d'Olivier. On attend de rappeler Muguette, Jacques et Cyril qui vont nous donner leurs argumentaires aussi au 39-21. Ont-ils gagné pour vous d'une certaine manière déjà cette bataille, en tout cas, de la communication, Régis Lefebvre? À mon avis, en termes de communication, ils ont profondément gagné. C'est-à-dire que, comme le président de la République l'a dit, il y aura un avant et un après. L'après sera que dans l'expression et les gestes politiques, ce sera totalement différent. Ils ont gagné parce qu'ils ont créé une force politique, à eux de la transformer ou de ne pas la transformer et d'être aidés pour la transformer. Mais en tous les cas, elle peut être là durablement. Voilà. Et ils ont remis, Jérôme le disait très, très nettement, un thème qui est le thème social et le thème du vivre ensemble, de la laïcité, de l'identité. Appelons ça comme on veut, je veux dire pour ne vexer personne, au cœur du débat. Voilà. Ça s'appelle une victoire politique totale de la part des Gilets jaunes. Avec des Gilets jaunes qui ont martelé aussi ce que tout le monde pensait tout bas. Vous le disiez tout à l'heure, Jérôme Sainte-Marie, le ras-le-bol fiscal en particulier. Des manifestants d'âge moyen. Il y a une grande enquête qui est sortie dans Le Monde et qui fait le portrait du Gilet jaune cette semaine. 45 ans en moyenne. Un mouvement mixte aussi. 54% d'hommes, 46% de femmes. Mais les femmes sont très importantes dans ce mouvement-là. On les voit davantage que dans les cortèges syndicaux ou les partis politiques traditionnels. Oui, effectivement, c'est un mouvement qui a transformé l'image qu'on se faisait de lui-même. Au début, il était caricaturé comme un mouvement de bouffe, pour dire les choses clairement, assez machiste, etc. Parce que les gens avaient l'univers de la voiture en tête. Et puis dès qu'on a commencé à regarder concrètement ce qui se passait sur le terrain, et concrètement également les sondages, ce mouvement était davantage soutenu par les femmes que par les hommes, par exemple dans les études. Et d'après ce que l'on me dit, moi j'ai pas observé ça directement, eh bien sur les ronds-points, il y a beaucoup de femmes qui sont là. Ça tient aussi au fait que celles qui sont les plus exposées aux difficultés du quotidien sont souvent les femmes, y compris celles qui élèvent seules leurs enfants. On sait que c'est là aussi où il y a les cas sociaux les plus graves, et ce sont elles sans doute qui ressentent le plus cette crainte fondamentale qui anime le mouvement, c'est la crainte de la dégringolade sociale. Oui. Et donc elles savent que c'est juste pour tout le monde, qu'elles sont à l'insécurité financière, elles le savent peut-être encore plus probablement que les hommes. Muguette et Cyril vont réagir dans un instant. Je vous lis le témoignage de Jacques de Saint-Michel-sur-Orge. Régis, qui va dans votre sens. Les Gilets jaunes ont gagné car les Gilets jaunes, c'est la France qui travaille. Il faut s'intéresser maintenant à cette France. Il faut que cela soit reconnu, car jusqu'à présent, on assistait, par exemple, des gens au chômage sans contrepartie. Les Gilets jaunes sont tous ceux qu'il faut aider aujourd'hui. Régis Lefebvre. Moi, je pense exactement ça. Et alors, juste une petite différence par rapport à ce que disait Jérôme, où il dit que ce mouvement peut fracturer la Macronie. Évidemment, il y a des risques. Je pense que dans l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, il n'y a pas qu'une promesse libérale. Il y a une promesse de liberté qui est différente d'une promesse libérale. Il y a une promesse de bienveillance. Et dans le bienveillance, c'est une traduction du social. Je veux dire,
il y a eu dans l'expression des 18 premiers mois une sorte d'abandon de la bienveillance par l'attitude du président de la République lui-même et un peu par sa politique. Je pense que ce mouvement des Gilets jaunes rappelle un peu Emmanuel Macron à sa promesse initiale qui était de marcher sur 2 pieds. Et ce mouvement, c'est pas une chance évidemment, mais ça peut être aussi l'occasion d'un nouveau départ, un peu comme avait été 83 pour Mitterrand après le virage, pour faire un nouveau départ, tenir compte de cette expression qu'on appelle populiste dans le monde, mais qui est en réalité la demande de nouvelles réponses à des attentes qui ne sont pas traitées jusque-là. Je pense que c'est un moment très important. Moment charnière, hein, parce c'est un que mouvement charnière, mais ce n'est pas obligatoirement le début de la déliquescence du pouvoir en place, je pense. Bah ça c'est intéressant que vous disiez ça, mais quand on voit les sondages en place avec une popularité d'Emmanuel Macron qui a en un mois, donc le mois du mouvement, a chuté de 6 points, il est à 20%, 22% pour Édouard Philippe en pleine crise des Gilets jaunes, donc le rien ne sera plus jamais comme avant, que disait Emmanuel Macron aussi. J'imagine qu'il se l'implique à lui-même, il a bien vu cet effritement, cette fissure terrible aussi de la confiance. Oui, effectivement, on a vu toutes sortes de demandes qui apparaissent, la demande sociale est prédominante. Mais comme l'a rappelé Régis Lefebvre, il y a d'autres demandes. Il y a aussi une demande démocratique. Il y a aussi une demande de participation directe. On n'est pas très loin, si vous voulez, d'un vieux thème utilisé par Ségolène Royal autrefois. C'est la démocratie participative. Non, là, je crois que c'était la démocratie participative. Oui, c'était effectivement cela. Enfin, c'est un thème qui n'arrête pas de traverser, qui s'oppose un petit peu à la verticalité revendiquée par le pouvoir actuel. Et on est dans la contradiction. Les gens veulent à la fois beaucoup d'autorité et beaucoup de participation. C'est un des problèmes, cette participation démocratique soulevée par le mouvement. Jérôme Sainte-Marie et Régis Lefebvre avec nous. Muguette nous écrit de Bondy: les Gilets jaunes ont raison de continuer leur mobilisation. La victoire est loin d'être gagnée. Les Français moyens mettent toujours la main à la poche et ça, ce n'est pas normal. On a eu un tout petit souci de standard, mais vous êtes bien là, les amis. Juste après la pause, c'est Cyril auquel je donne la parole. Merci de votre confiance, de votre fidélité et à tout de suite avec Julie. Gilets jaunes, la suite avec les invités de Wendy Bouchard, Jérôme Sainte-Marie, qui est politologue et président de l'Institut de conseil et d'études politiques Polling Vox. On va lire votre récit dans le FIG Mag de cette semaine. Ah oui. Le récit de l'acte 4 des manifestations à Paris. Vous êtes vraiment en immersion et vous en témoignez. Et avec nous également Régis Lefebvre, qui est consultant en communication politique. Et le titre du Figaro Magazine, c'est Emmanuel Macron dos au mur, Jérôme Sainte-Marie. Alors on va s'interroger sur ce qu'il restera aussi des Gilets jaunes, en tout cas ce qu'il reste aujourd'hui. Cette crise peut-être durable du monde politique avec des élites qui trinquent. Enquête très intéressante dans un autre magazine, Paris Match, dans le tableau de bord IFOP fiducial que l'hebdomadaire a commandé cette semaine. Il y a 50 personnalités testées dans ce tableau de bord qui sont en baisse pour 39%, pour 39 d'entre elles. Preuve peut-être supplémentaire que la crise des Gilets jaunes ne vise pas simplement l'exécutif. L'opposition n'est pas épargnée. Le monde politique trinque dans cette histoire. Il y a 5 politiques qui s'en sortent un peu. Nicolas Sarkozy, François Bayrou, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est en période de mouvements sociaux, vous savez, en période de mouvement social, plutôt, eh bien, généralement, le personnel politique baisse dans les sondages. C'est assez classique. Pas seulement le pouvoir en place, mais également tous les autres, parce qu'au fond, ça signifie que le système politique n'arrive pas à résoudre le problème. C'est encore plus vrai pour celui-ci, parce que, d'ailleurs, les oppositions, pour l'instant, n'en profitent pas dans les sondages pour l'essentiel, même si les résultats du Rassemblement national pour les européennes sont assez bons. Ils en profitent assez peu, parce que ce mouvement ne serait pas apparu si les gens avaient eu confiance dans les différentes oppositions politiques ou dans les syndicats. C'est bien parce qu'il y avait une crise totale de la représentation et même, si j'ose dire, une crise de la contestation institutionnelle que les gens se sont pris en main eux-mêmes et ont inventé leur mode d'action. Et avec le coût d'ailleurs, le coût social et le coût humain que ça représente. Et donc c'est cette impasse qui explique le mouvement, et le mouvement renforce encore, au fond, la critique de tous. Donc il a fait beaucoup de perdants dans le monde politique, pas seulement le pouvoir en place. Je vous donne la parole dans un instant, Régis Lefebvre, mais d'abord entendons Cyril qui est avec nous, qui nous rejoint en 39-21. Bonjour Cyril. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Colmar et je salue évidemment toute l'Alsace qui se retrouve et la France entière autour du deuil que vous éprouvez après les attentats. Gilets jaunes à Colmar. Cyril est toujours mobilisé pour ce qui vous concerne ? Oui, toujours. Bon, effectivement, moi je travaille la semaine, je suis itinérant, donc bon, j'écoute au maximum les informations et me renseigner un petit peu de ce qui se passe, et je me mobilise le week-end, et puis le soir j'essaie de transmettre toutes les informations que je peux entendre la journée. Et je voulais appeler tout simplement pour faire comprendre que finalement le problème de fond n'est pas une crise sociale, mais une crise démocratique. Parce qu'en fait, c'est un mouvement qui mute, qui évolue. Et à force de ne pas être écouté, à force de
de finalement se retrouver un petit peu mis à l'écart. En fait, on a commencé à parler des problèmes de fond et ça s'est amplifié de réseau en réseau, hein, sur les différents groupes, sur toutes les plateformes. Et en fait, on en vient à structurer en fait un mouvement pour parler du problème de fond qui est la crise démocratique. Et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de la création d'un référendum d'initiative citoyenne, d'assemblée citoyenne, etc. Dont on a parlé cette semaine. Changer un petit peu le cours des choses. Mais écoutez, Eric qui nous écrit en même temps que vous parlez, Cyril de Lille, qui aimerait insister sur le caractère minoritaire, dit-il, de ce mouvement. Les Gilets jaunes, lors des manifestations, ne représentent que 0,20% de la population. On donne trop d'importance à tout cela, d'autant que certaines revendications sont un peu n'importe quoi. Cyril, vous avez entendu évidemment ces propos toute la semaine. Ça ne vous empêchera pas demain de vous mobiliser de nouveau pour prouver que la crise est plus profonde que ça ? Oui, mais ça ne m'empêchera pas de me mobiliser. Et puis vous savez, moi, ce que je vois à la télé régulièrement, je vois les chiffres, je vois aussi les images, je vois les vidéos, je vois le nombre de personnes dans les rues. Et je pense que tout ça n'est pas vrai, honnêtement, au niveau des chiffres. Il suffit de regarder les vidéos, de se renseigner un petit peu, de regarder en profondeur les réseaux. On voit qu'il y a énormément de monde et aussi beaucoup de soutien. Évidemment, par exemple, l'intervention de M. Macron, télévisée, avec les annonces de 100 €, etc. On s'est aperçu finalement qu'il y a eu un sondage à chaud qui a été réalisé pour faire basculer l'opinion, mais en fait, l'opinion est toujours là, je pense, parce que celui qui s'intéresse un petit peu voit bien que les mesures qui ont été annoncées sont complètement fausses. Régis Lefebvre va vous répondre, Cyril, sur le poids des images, justement, qui vous entraîne aussi cette mobilisation. Les Gilets jaunes les plus mobilisés se raccrochent aussi à tout ça, évidemment. Et on revient au 2.0 du début. Non, mais évidemment, toute l'imagerie, chaque week-end, c'est de l'imagerie, je ne parle pas des violences, je pense que vous ne les partagez pas, mais c'est l'imagerie d'un mouvement réussi, parce qu'on voit des mobilisations. Et alors moi, il y a une image qui m'a profondément intéressé, c'est le choix des lieux de manifestation. Je pense que le Champs-Élysées sont intéressants la première fois, et je pense que dans le samedi noir après le 17 novembre, donc le 24 décembre, voilà, le 1er décembre, pardon, et qui est le choix d'aller sur l'Arc de Triomphe. Je pense que le choix, même s'il n'a pas été aussi réfléchi que je vais le dire, n'est pas par hasard. Il faut se souvenir qu'il y a 3 semaines, Emmanuel Macron réunissait la planète entière et faisait communier sur sa gloire l'ensemble des dirigeants de la planète à cet endroit. 3 semaines plus tard, j'avais pas vu une ça manifestation d'une grande ampleur et d'une certaine violence au même endroit, sur la tombe du soldat. C'est une humiliation du président vis-à-vis de ses pairs planétaires à cet endroit. Et l'humiliation, c'est aussi une manière de faire redescendre Emmanuel Macron sur Terre et de dire maintenant, tu vas aussi t'occuper de nous. Et en ça, le lieu est particulièrement intéressant. 20 secondes juste avant la pause. Oui, j'ai empiété sur le terrain de Régis et sur celui des symboles. Effectivement, ce qui est très intéressant à voir sur place, c'est que les gens vivent dans un imaginaire républicain et plus précisément dans l'imaginaire que l'on apprend à l'école des origines de la République, c'est-à-dire de la Révolution française, et que même, je finirai par là, ils identifient l'Arc de Triomphe à un symbole révolutionnaire en raison du bas-relief de Rude, vous savez, alors qu'en fait, effectivement, c'est quand même quelque chose qui a été fait par Napoléon et fini par la monarchie. Enfin, les gens vivaient là-dessus, comme dans Assassin's Creed, si vous voulez, comme effectivement dans une espèce de vidéo révolutionnaire. C'était assez curieux à voir. Le poids de l'image et de la communication. Merci. Et je voudrais qu'on termine après la pause sur cette question. Les Gilets jaunes peuvent-ils se structurer pour vous, messieurs, dans une sorte de liste de partis qui les représenteraient aussi aux élections européennes ? Ce serait une autre manière de se mobiliser, de faire entendre leur voix. On fait encore le tour de la question avec vos commentaires au 39-21, chers amis. À tout de suite avec. On retrouve Wendy Bouchard et ses invités pour la fin de cette émission. On peut se demander si demain on trouvera des Gilets jaunes en politique, avec quel cap, quelles revendications. Ils ont déjà des soutiens en plus. Absolument. Et quel soutien? On va en parler avec vous, Jérôme Sainte-Marie, politologue, et Régis Lefebvre, consultant en communication politique. Il y a un porte-parole, plusieurs porte-paroles des Gilets jaunes libres, Benjamin Cauchy notamment, qui a estimé que le temps du dialogue est venu et qu'il est temps de prendre ses responsabilités aussi en politique. Alors, avec la création d'une liste Gilets jaunes aux européennes qui serait soutenue par exemple par des personnalités comme Alexandre Jardin ou Bernard Tapie, Régis Lefebvre. Bernard Tapie qui se confie dans Marianne, il dit qu'il faut que le mouvement se structure, sinon il risque de s'essouffler ou d'être récupéré lui-même par un parti politique. Moi je pense exactement comme Bernard Tapie. Oui. C'est-à-dire, ce mouvement, il a des bases pour exister. Il a
le début d'une histoire. Oui. Il a un discours. Je ne suis pas sûr qu'il a obligatoirement une vision européenne, mais je ne suis pas certain que toutes les listes qui se présentent aux élections européennes Non, c'est sûr. aient une vision européenne. Donc Il a une liste de revendications à l'après-vert. on va dire que c'est un sujet Oui. périphérique. Oui. Et oui, ils existent. Et maintenant, la traduction logique de ce qu'ils font, c'est de créer un mouvement politique parce que ni la France Insoumise ni le Front National ne répondent totalement, on le sent bien, à la diversité de ce mouvement. C'est sûr, ça même qui est s'il intéressant. bénéficie un petit peu quand même de la Exactement. crise ces derniers jours. Encore un sondage qui place le Rassemblement national en tête aux européennes, mais des sondages grisants. Jérôme Sainte-Marie, une liste Gilets jaunes créditée à 12% des voix aux européennes, quand même. Oui, alors pour une fois, je différerai un peu de ce que vient de dire Régis Lefebvre. Je pense qu'effectivement, le mouvement des Gilets jaunes a transformé et même dynamité en quelque sorte le débat public en France. Il n'est pourtant pas porteur d'une idéologie très précise et surtout, il risque de lui arriver la même chose que ce qu'avait fait Bernard Tapie en 1994, lorsque sa liste avait été un missile envoyé par l'Élysée contre le Parti socialiste. Il avait devancé à l'époque, je crois, Michel Rocard, et mis fin à la carrière de Michel Rocard. Et là, il me semble que s'il y avait une liste Gilets jaunes, ce serait en quelque sorte un missile envoyé par ceux que combattent les Gilets jaunes, notamment contre la liste du Rassemblement national. On voit bien que l'utilité politique du mouvement des Gilets jaunes, oui. ça serait de fracturer encore davantage les différentes oppositions au pouvoir en place. Un allié objectif c'est vrai d'Emmanuel Macron. que ça me semble assez compliqué. Alors, on ne manquera pas certainement de gens ambitieux parmi les Gilets jaunes pour essayer d'avoir des sièges au Parlement européen, mais il me semble pas que pour l'instant, ce mouvement, dans ce qu'il a d'intéressant, ce soit justement sa partie politique. Et ça serait, pour finir, assez paradoxal qu'un mouvement qui prétend modifier complètement la manière de faire de la politique, eh bien, à peine né, se coule dans le moule des institutions, et notamment les institutions européennes. Oui, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent à quelle méthode justement pour que ce mouvement reste pérenne. Et il n'y en a pas 36, Régis Lefebvre. À la différence de Jérôme, je ne vois pas comment on fait de la politique sans être dans le champ politique. Moi, je suis assez binaire. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, si on veut faire de la politique, si on veut avoir une expression politique, il faut faire de la politique. Et faire de la politique, c'est être un mouvement et c'est se disait l'autre. et c'est se présenter aux élections. Ça sera surtout pour les municipales, parce que là, ça serait faire de la politique à l'endroit où le poids politique est le plus faible, c'est-à-dire au Parlement européen. Oui, mais les élections européennes, c'est une sorte de référendum d'opinion, et c'est un mouvement d'opinion, et donc je pense que c'est pas non plus la plus mauvaise élection pour eux. Ensuite, c'est aussi pour eux la possibilité de dépasser les contradictions de la France insoumise et du Front National, parce qu'on sent bien qu'ils peuvent être aussi le réceptacle de ces deux forces. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour ces analyses. On avait plein d'appels au standard qui sont arrivés à la dernière seconde. Je suis navrée, chers amis, mais c'est un mouvement qui ne s'essouffle pas tout de suite, qui ne se soufflera pas, comme vous le disiez, messieurs. Donc, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler dans ce tour de la question où on vous propose le meilleur décryptage possible. Merci, messieurs, d'en avoir rendu compte ce matin. Jérôme Sainte-Marie et Régis Lefebvre sur Europe 1. On va se retrouver, ma chère Julie, pour parler de la pub. Alors, pub radio, évidemment, vous les entendez, mais la télé, avec la première pub, c'était il y a 50 ans. La pub sur le boursin, ce fromage qui a connu une telle notoriété à l'époque. Des pubs qui nous ont marqués sont-elles aussi fortes et inventives qu'auparavant? On fait le tour de la question. Franck Tapiro et Carl Zéro nous rejoignent. À tout de suite. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.